Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau café citoyen. C'est le sixième et comme toujours sur un sujet d'actualité et je dirais que c'est même au rouge vif parce que ce sujet d'actualité, ce sont les élections américaines et elles vont avoir lieu dans 15 jours. Et les choses, disons, sont assez compliquées. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un journaliste, Alexis Buisson, et un ancien juge, Paul Fogel. Les deux sont des fins connaisseurs de la politique américaine et donc plus spécialement du principal moment de la vie politique et démocratique américaine, les élections présidentielles dont nous allons parler maintenant. Alors nous avons aussi Annie Michel qui a participé à l'organisation de ce café citoyen. Annie Michel est au Bureau national de Français du monde et de cette façon, elle est notre représentante, j'irai aux États-Unis et à New York où elle vit. Alors, Annie va nous présenter les deux intervenants de la soirée et en espérant que Alexis se gare très vite, Oui. nous allons pouvoir commencer. Il vient de se Donc, Annie, connecter. très bien. Donc, Annie, je te donne la parole pour que tu D'accord. présentes Alexis et Paul. Oui, très Et bien. puis ensuite, on va organiser les choses pour que Alexis commence à nous présenter donc ces élections présidentielles américaines. D'accord. Donc, Alexis est diplômé de Sciences Po Paris. Alexis, qui est le plus populaire correspondant à New York de pas mal de médias français et francophones. La Croix, Mediapart, Télérama, Le Point, la Tribune de Genève. Et puis, je l'ai connu surtout quand il est arrivé, enfin, pas tout à fait, mais il fut le rédacteur en chef du site d'information French Morning de 2011 à 2019. Donc là, je l'ai rencontré à ce moment-là et on est restés amis depuis ce moment-là. Donc, il est l'auteur du guide S'installer à New York chez Heliopol et de Kamala Harris, l'héritière, une biographie de la vice-présidente américaine parue en 2023 aux éditions de l'Archipel, qui vient d'être rééditée en septembre dernier sous le titre de Kamala Harris, la biographie. Et c'est un excellent livre, je peux vous dire que je l'ai lu et il est vraiment, vraiment très bien rédigé. Alexis est aussi l'auteur de la newsletter Le Caucus, qui est publié sur la plateforme Substack et du podcast C'est ça l'Amérique, disponible sur le site de la Croix. Le caucus est très bien, on le reçoit, une newsletter hebdomadaire et on peut suivre Alexis dans ses voyages dans les swing states en l'occurrence. Il s'est d'ailleurs rendu dans plusieurs swing states de ces élections, mais il vous en parlera lui-même, en Georgie, Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin. J'aurais trois questions à poser à Alexis, enfin dans le sens où il faut introduire ce qui se passe exactement aux États-Unis, c'est-à-dire que qui sont simplement les explications sur, on veut simplement les explications sur le mode de vote américain qui n'est pas du tout identique au mode français, avec l'importance des swing states. Les candidats, quels sont les candidats en présence? Parce qu'il n'y en a pas que deux dont nous entendons parler tous les jours, tous les jours. Et quel est l'enjeu stratégique du early voting qui a justement commencé dans certains États? Notre deuxième participant, c'est Paul Fogel, qui est le mari de, si je peux le dire, de notre amie Yvette Shalom de Californie. Paul est juge et avocat à la retraite. Il est spécialisé dans le recours devant la Cour d'appel et la Cour suprême. Donc, pendant sa carrière, il a servi comme avocat commis d'office, conseiller de la présidente de la Cour suprême de Californie, associé à un cabinet international, juge au tribunal de grande instance de Californie et conférencier, professeur à la faculté de droit de l'université de Berkeley en Californie. Donc, ma question à Paul portera plutôt, enfin, ça sera pour lancer Paul, sur l'éligibilité ou non, ou l'inéligibilité d'un candidat pris dans autant de procédures judiciaires, notamment pour des faits liés à son premier mandat présidentiel. Mais nous allons revenir à la période explicative
sur les élections américaines pour les Français qui ne sont pas aux États-Unis et ceux qui y sont mais qui n'ont pas bien compris. Voilà. Donc, Alexis, à toi la parole. Quelle est la spécificité du processus électoral américain? Que sont les swing states? Quels sont les candidats? Et quel est l'enjeu stratégique du early voting? J'ai fini de parler. Merci, Merci bonjour à Annie. tous. Bon, bonjour, merci Annie, merci François pour votre invitation. Et encore une fois, je suis désolé du retard. Je suis en reportage actuellement dans le Montana. Et voilà, j'ai quelques petits problèmes pour trouver une place pour me garer. Mais en tout cas, on m'a apporté un café. Donc, c'est un café citoyen. Donc voilà, j'ai mon café. J'espère C'est que vous très avez le bien. vôtre aussi. Oui, oui. Euh, et alors, pour répondre directement à ta première question, Annie, je pense que pour reprendre un peu les bases, il faut déjà avoir en tête une première chose qui est que l'élection présidentielle américaine, finalement, n'est pas vraiment une élection nationale. C'est une élection qui se joue par État. Et chaque État, en fonction de la taille de sa population, pèse un certain nombre de grands électeurs ou de grandes électrices qui sont ces individus qui vont élire formellement le ou la présidente. Donc, en fait, les Américains votent pour élire des grands électeurs et pas pour élire directement le ou la présidente. Il y a 538 grands électeurs au total. Et donc, le chiffre magique pour, euh, pour les candidats, c'est d'arriver à s'imposer dans assez d'États pour obtenir au moins 270 grands électeurs. Donc ça, c'est vraiment le chiffre magique, 270. Et c'est ce qu'on va voir au soir du 5 novembre à la télévision. Vous allez voir des projections qui seront faites dans différents États. Voilà, tel candidat remportera l'État de New York, un autre Montana, etc. Et donc, en quelque sorte, le nombre de grands électeurs va s'accumuler. Et le premier qui passe la barre des 270 donc remporte la Maison Blanche. Dans ce modèle-là, en fait, il y a certains États qui seront plus importants que d'autres. Ce sont ces États qui peuvent basculer dans un camp ou dans l'autre. Et c'est là où les candidats, finalement, vont concentrer tous leurs efforts pour la campagne. C'est dans ces swing states qui, encore une fois, peuvent basculer chez les démocrates ou les républicains et donc apporter un certain nombre de grands électeurs disputés à un candidat ou à un autre. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a 7 swing states. Il y en a 3 dans le nord, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, qui sont donc autour de la région des Grands Lacs, qui font partie de ce qu'on appelle aux États-Unis la Rust Belt, c'est la ceinture de la rouille. C'est une zone où l'industrie était très présente et a décliné ces dernières décennies. Dans le sud, il y a la Caroline du Nord et la Georgie. Voilà, ça c'est 2 autres États qu'il faudra suivre. Et puis dans l'ouest, il y a le Nevada et l'Arizona. Et tout, encore une fois, les points communs de ces États, c'est que les populations euh, qui sont susceptibles de voter à droite ou à gauche sont assez équivalentes. Et donc les résultats sont très serrés, traditionnellement très serrés. Dans le Wisconsin, par exemple, qui est un État où il y a 3,5 millions d'électeurs, eh bien, en 2020, Joe Biden l'a emporté de 20 000, de 20 000 voix. Ou entre 20 000 et 30 000 fois. Donc c'est vraiment un mouchoir de poche. C'est assez vertigineux quand vous y pensez que finalement, si vous prenez l'ensemble de ces swing states, il y a entre 150 000 et 200 000 électeurs qui vont véritablement décider de qui sera le président. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours un peu voilà, difficile à comprendre vu de l'étranger, mais la présidente est vraiment désignée par un petit nombre d'États. Euh, il y a d'autres, j'en parle rapidement, il y a d'autres, le 5 novembre et dans les semaines qui précèdent, on ne vote pas uniquement pour le président aux États-Unis. Ça, c'est très important. Oui. On vote aussi pour élire tout un tas d'autres postes. Il y a 34 sièges de sénateurs qui sont mis en jeu. Et là, la carte est complètement différente.
C'est pour ça d'ailleurs que je suis dans le Montana, qui n'est pas un swing state de la présidentielle. C'est un État très républicain que Donald Trump va remporter très facilement face à Kamala Harris. En revanche, le siège de sénateur est très disputé. C'est l'un des derniers États qui est représenté, l'un des derniers États républicains qui est représenté par un démocrate au Sénat. Et donc ce démocrate qui est élu et réélu depuis 2006, eh bien s'accroche à son siège et va tenter d'être réélu, voilà, malgré le fait que le Montana, l'électorat du Montana est devenu de plus en plus républicain, de plus en plus trumpiste. Et donc, pour le Sénat, ce qui est intéressant, c'est que les démocrates, pour l'instant, ont une très courte majorité, mais ils se retrouvent dans une situation où ils doivent défendre un plus grand nombre de sièges que les républicains. Et donc, le consensus, c'est qu'ils risquent de perdre le Sénat, de perdre leur majorité au Sénat. Et ça, si Kamala Harris est élue présidente, ça sera un coup dur pour elle, puisqu'elle se retrouvera en situation de cohabitation avec le Sénat, ce qui peut poser des difficultés pour faire passer certaines mesures. On peut parler plus voilà, du Sénat plus tard si ça vous intéresse, mais c'est l'un des enjeux dont on ne parle pas assez, à mon sens, en France, c'est les sénatoriales qui se déroulent en parallèle de la présidentielle. En plus de la sénatoriale, il y a le renouvellement de l'intégralité de la Chambre des représentants, qui est en quelque sorte la chambre basse du Congrès, 475 sièges, et là encore, carte complètement différente, puisque les circonscriptions sont complètement différentes. Là, on estime plutôt que les démocrates sont bien placés pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, où ils sont actuellement en minorité. Et là, la carte, voilà, comme je le disais, est complètement différente. Ce qui est intéressant là, c'est de regarder ce qui va se passer dans des États comme New York ou la Californie, qui sont au niveau présidentiel des États qui sont très démocrates, très à gauche. Mais là, dans certaines circonscriptions, eh bien, il y a des circonscriptions qui sont très disputées entre démocrates et républicains, et notamment en banlieue de New York, dans le Long Island, au nord de la ville de New York, dans des zones assez voilà, pavillonnaires, voire rurales. Eh bien, les démocrates ont de bonnes chances de s'imposer dans ces circonscriptions où les problématiques locales sont plus importantes. Donc voilà, et je passe tous les autres scrutins qui ont lieu le même jour, des scrutins locaux. Dans certains États, on élit des juges à la Cour suprême des États. Il y a également des référendums d'initiative populaire dans presque tous les États, et dans 10 d'entre eux, des référendums sur l'accès à l'avortement, qui seront très importants à suivre, puisque l'accès à l'avortement est un sujet très, très sensible et très mobilisateur pour les démocrates ici, donc aux États-Unis. Donc voilà, c'est véritablement un millefeuille d'élections qui se déroulera le 5 novembre et qui se déroule déjà aujourd'hui, puisque comme tu l'as dit, Annie, les Américains ont déjà commencé à voter dans presque tous les États à travers le système de l'early voting, le vote anticipé ou le vote par anticipation, qui s'est véritablement développé pendant la pandémie, et qui donne la possibilité à des millions d'Américains de ne pas attendre finalement le 5 novembre pour voter, mais de se rendre en personne dans un bureau de vote plusieurs semaines avant, ou de voter par correspondance. C'est le cas notamment dans le Montana, où le vote par correspondance a déjà commencé. Et ça, c'est important à suivre dans le sens où en 2020, et même avant, ce système de vote anticipé a été très largement utilisé par les démocrates. Beaucoup d'experts estiment que ça leur a donné un avantage, dans le sens où si vous attendez la dernière minute, en l'occurrence le 5 novembre, Election Day, pour voter, eh bien, vous vous exposez à différents problèmes qui pourraient vous empêcher de voter, comme des problèmes techniques avec les machines de vote, comme voilà, vous tombez malade, vous avez un imprévu quelconque, un problème météo, etc., et qui vous empêche de voter. Et donc en fait, ça, le fait d'avoir cette possibilité de voter plusieurs semaines à l'avance, en gros, ça assure en quelque sorte le vote. Et donc, voilà, traditionnellement, les démocrates ont beaucoup plus utilisé
cette option de vote. Ça leur a donné un avantage dans des scrutins très serrés au niveau local et même au niveau présidentiel en 2020. Là, il y a déjà des millions d'Américains qui ont déjà voté. Et la tendance qui semble se dégager, c'est que quand même, les républicains semblent avoir compris l'importance de voter plus tôt. Il y a un gros effort de la part des partis républicains locaux pour promouvoir cette option de vote. Et donc, on dirait que dans certains États, il y a une mobilisation plus importante des républicains dans ce vote anticipé, ce qui accroît en quelque sorte le suspense, l'incertitude autour de ce scrutin qui est déjà qui s'annonce déjà extrêmement serré. Et donc, si vous voulez, il y a ces signaux qui laissent penser qu'il y aura également une forte mobilisation républicaine pour ce scrutin présidentiel et pour les autres. Merci. Bah, merci pour cette première introduction. Est-ce que tu pourrais simplement préciser le rôle du Sénat et de la Chambre des représentants? Car j'ai l'impression que c'est différent de notre Sénat français et de notre Chambre des députés. Ouais, le système américain, c'est un système de checks and balances, de contre-pouvoir. Et donc, en fait, euh, le, le Congrès, constitué donc de la Chambre des représentants et du Sénat, détient véritablement le pouvoir législatif, donc le pouvoir de faire la loi, de proposer des lois, il est compétent sur un certain nombre de domaines budgétaires, la déclaration de la guerre, etc. Dans le cas du Sénat, ce qui est intéressant, c'est que il est le Sénat est compétent notamment pour la nomination, pour avaliser la nomination d'un certain nombre de membres de l'administration, du gouvernement, et des juges, des juges fédéraux, des juges à la Cour suprême. Donc ça, il a un rôle en plus d'avoir un rôle législatif, il a aussi un rôle de nomination. Qui est très important. On a vu dans certains cas, les sénateurs s'opposaient à la nomination de tel ou tel juge ou de tel ou tel membre du gouvernement. Et ça, c'est très important. Si les républicains reprennent le contrôle du Sénat, on peut imaginer qu'ils seront peut-être dans une posture d'obstruction par rapport aux nominations proposées par une présidente Kamala Harris, par exemple. Ça serait différent si c'était un président Trump. Mais en tout cas, non seulement ce processus de nomination pourrait être plus compliqué, mais l'application des propositions législatives de Kamala Harris pourrait également être entravée. Vous vous souvenez peut-être, ou je ne sais pas si certains l'ont suivi, mais du débat entre Kamala Harris et Donald Trump, le débat télévisé, qui est, je pense, Kamala Harris était plutôt sorti vainqueur. Mais Donald Trump a dit quelque chose de très, très juste et à mon sens de très intéressant. C'est qu'au moment où il lui a dit sur le sujet de l'avortement, puisque Kamala Harris veut rétablir l'accès à l'avortement au niveau national à travers l'adoption d'une loi, Donald Trump lui a dit bah, oui, ok, mais vous ne serez pas en mesure d'appliquer cette promesse, vous faites des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Et je trouve que, effectivement, si les républicains, et comme ça semble bien parti pour l'être, reprennent le contrôle du Sénat, ils vont avoir un pouvoir d'obstruction législative qui pourrait rendre beaucoup plus difficile, voire quasi impossible, en fait, l'adoption des lois les plus controversées d'une présidente Kamala Harris. On n'est pas encore là. Kamala Harris n'a pas encore gagné la présidence. Les démocrates n'ont pas encore perdu le Sénat. Mais en tout cas, voilà, je vous dis ça pour que vous ayez un peu une idée du scénario qui pourrait se produire en cas de cohabitation entre les partis à la Maison-Blanche et au Congrès. Oui, enfin, c'est ce qu'on avait vu avec Barack Obama. Un peu. Oui, oui, tout à fait. Mais la différence, c'est que les deux partis sont beaucoup plus distants
sur le plan idéologique qu'en 2008. Il y a beaucoup moins de compromis qui sont faits, même si on voit que sous la présidence Biden, il y a eu euh, des, euh, des textes de loi qui ont été adoptés par les deux partis sur les infrastructures notamment. Mais c'est beaucoup plus difficile si vous regardez la production législative du Congrès et le nombre de lois qui sont adoptées. En fait, celle-ci a décliné ces dernières années, tout simplement parce que les deux partis, pour des raisons très diverses, se sont vraiment éloignés sur le plan idéologique et donc ne sont plus trop dans la recherche du compromis. Donc, ça, c'est toujours, voilà, ça, ça s'annonce difficile, en tout cas, s'il y a une cohabitation. Euh, D'accord. Annie, tu reprends? Non, mais quels sont les Ou candidats? Quels sont les candidats à ouais, l'élection c'est pour la deuxième présidentielle? partie. Parce qu'on pense toujours à Trump et Harris, mais il y en a deux autres. oui, tout à fait. Il y en a même plus d'ailleurs, hein, mais effectivement, il y a Donald Trump, Kamala Harris, ce sont les principaux. Et puis en plus de ça, vous avez tout un tas de ce qu'on appelle des third party candidates, des candidats tiers, qui représentent des partis pas très important, pas très grand, mais comme voilà, il y a notamment la candidate du Green Party, Jill Stein, qui pourrait jouer un rôle important dans certains États clés comme le Michigan, et je serais ravi de répondre à vos questions sur précisément les swing states. Mais le Michigan est un État où il y a une importante communauté arabo-américaine qui est très remontée contre Kamala Harris, Joe Biden pour leur soutien à Israël, et donc qui menacent de s'abstenir ou de voter pour un candidat tiers euh, lors des élections. Et si tout ce bloc arabo-américain s'abstient ou vote pour un candidat tiers, eh bien, numériquement, dans l'absolu, il peut faire perdre l'État du Michigan aux démocrates. Et donc, une partie de cette communauté où j'étais il y a quelques semaines entend voter pour Jill Stein. Et donc, vous avez là, dans le cas du Michigan, et peut-être dans d'autres États, il faudra voir, une situation, un scénario où Jill Stein, même si elle ne représente pas beaucoup d'électeurs en soi, eh bien, peut jouer les troubles faits et peut voilà, contrecarrer les plans des démocrates, comme on l'a vu d'ailleurs en 2016 avec Hillary Clinton, où un grand nombre d'électeurs se sont déportés, enfin plutôt un petit nombre d'électeurs se sont déportés sur des candidats tiers, mais encore une fois, comme on est dans le cas de scrutins qui sont très serrés, qui se jouent parfois à quelques milliers ou dizaines de milliers de voix, eh bien, ça peut faire une différence, ça peut coûter un État à un candidat ou une candidate. Voilà. Cette année, il y a également Cornel West, qui est un philosophe très impliqué dans la cause afro-américaine, professeur à Harvard, qui se présente aussi. Et lui aussi, il a essayé d'être le candidat de la communauté arabe. Il allait plusieurs fois dans le Michigan et dans d'autres États où il y a une communauté arabe importante, mais il a moins de traction que Jill Stein. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir sur le terrain. Donc, effectivement, un duel entre Kamala Harris et Donald Trump, mais localement, il peut y avoir effectivement voilà, ces candidats tiers qui viennent, qui viennent prendre des voix. Et là, en l'occurrence, ils en prendraient plutôt à Kamala Harris, on dirait. Et justement, aujourd'hui, dans le monde, les dernières nouvelles, c'est que Donald Trump grimpe dans les sondages et il gagnerait dans 4 États pivots, dont le Michigan. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu as ces mêmes informations? Où en est-on de cette campagne?
Ben moi, s'il y a quelque chose que je peux, euh, sur lequel j'insiste beaucoup à chaque fois que je parle des élections, c'est de ne pas vraiment faire attention aux sondages. Pour plein de raisons. Comme je le disais, les élections américaines sont pas une élection nationale, c'est une élection par État. Et donc les sondages nationaux, en soi, ne veulent pas dire grand-chose. Les tendances sont importantes, si vous voulez, mais à chaque fois, je suis un peu alarmé quand je vois des confrères ou des consoeurs faire leurs gros titres sur ah bah tiens, les candidats sont au coude à coude au niveau national, puisque encore une fois, ça ne veut pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Si par contre vous regardez les sondages dans les swing states, qui sont effectivement plus intéressants, là encore, si on regarde ce qui s'est passé il y a 4 ans, ils étaient à côté de la plaque au niveau des résultats, tout simplement parce que c'est très difficile en fait pour les instituts de sondage d'établir des échantillons représentatifs au niveau des États. Et donc, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend du temps. Et puis, il y a tout un tas d'électorats qui sont difficiles à joindre, notamment les plus jeunes, qui répondent plus au téléphone, voilà, qui communiquent différemment. Et donc, en fait, quand vous regardez l'électorat des moins de 25, enfin des moins de 30 ans, ou des moins de 25 ans, des 18-25 ans, en fait, en fonction du sondage, vous avez des résultats qui sont complètement différents. Et donc, en fait, moi, je me méfie énormément des sondages. D'ailleurs, j'ai arrêté de citer des sondages dans mes articles parce que je trouve que ça induit les gens en erreur, en fait. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on sait, c'est que l'élection va se jouer dans un petit nombre d'États, donc 7 États, comme je le disais. Et moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que finalement, il y a un peu deux tendances. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est que j'ai rencontré beaucoup plus de gens qui soit n'avaient jamais voté, ou qui avaient voté républicain, qui aujourd'hui vont voter pour Kamala Harris. Et quand je dis des gens qui n'ont jamais voté, ce sont pas forcément des jeunes, ce sont des gens parfois de 60, 70 ans qui s'intéressaient pas trop à la politique, qui n'ont jamais, voilà, jamais cru bon de se rendre aux urnes, etc. Et qui aujourd'hui vont voter pour Kamala Harris parce qu'ils estiment que Donald Trump est dangereux, que le parti républicain est devenu trop extrême, notamment sur la question de l'avortement. Et donc, moi, j'ai rencontré beaucoup plus ce profil-là dans les swing states que de gens qui avaient fait en gros le chemin inverse en faveur de Donald Trump. Donc moi, si vous voulez, ça me donne quand même une indication que la tendance est plutôt favorable à Kamala Harris. Il y a, C'est une bonne nouvelle. il y a d'autres choses. Ouais, ça dépend de quel camp on est, mais effectivement, pour elle, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Euh, voilà, je pense aussi que la question de l'avortement est souvent sous-estimée dans les sondages, encore une défaillance des sondages à mon sens. Je pense que moi j'ai rencontré dans des endroits très conservateurs des femmes chrétiennes qui avaient l'intention de voter pour les démocrates cette année, uniquement cette année, parce qu'ils estiment que leur parti est devenu trop extrême sur la question de l'avortement. Et donc, si vous voulez, voilà, ça me fait penser que Kamala Harris comment dire, un réservoir de voix que Donald Trump n'a pas forcément, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que en théorie, si on se replace si on regarde des élections passées, on voit aujourd'hui que une majeure partie des Américains sont mécontents de l'état de l'économie. Ils sont mécontents par rapport à la direction générale du pays. Ils ont l'impression que, voilà, que le pays est devenu chaotique, etc. Et dans ce contexte-là, si vous regardez
voilà, des élections passées, on pourrait penser que ce contexte profite à quelqu'un comme Donald Trump, qui est le challenger, qui n'est pas le président sortant, la différence de Kamala Harris qui était vice-présidente pendant 4 ans. Mais le fait que finalement lui ne tue pas le match, ça prouve aussi qu'il y a un rejet de sa candidature dans l'opinion. Et en fait, pour moi, cette élection, pour la résumer, ce sera vraiment qu'est-ce qui sera le plus fort entre le mécontentement face à l'économie, face à la direction générale du pays, et le rejet de Donald Trump. Et moi, je pense, en fonction de ce que j'ai vu, des conversations que j'ai eues, je pense qu'aujourd'hui, le rejet de Donald Trump est plus fort. Mais voilà, j'ai couvert 2016, j'ai couvert d'autres élections dans le passé. Je sais aussi que Donald Trump, c'est pas quelqu'un qu'on doit sous-estimer. Je pense qu'il a aussi beaucoup de gens qui vont voter pour lui, qui n'ont pas un profil traditionnel. On sait notamment qu'il y a, il y a une petite partie de la communauté afro-américaine, de la communauté hispanique qui aujourd'hui est tentée par un vote pour Donald Trump. Et ça, si on avait dit il y a 10 ans ou 20 ans que ces minorités-là seraient tentées par quelqu'un par un vote pour un républicain, on ne l'aurait certainement pas cru. Donc Donald Trump n'est pas un candidat traditionnel, c'est pas quelqu'un qui a un profil traditionnel, et donc si vous voulez, il mobilise des électeurs qui n'ont pas un profil classique pour les républicains. Et donc pour ça, je pense qu'il faut, voilà, je refuse de dire qu'il va, dès maintenant, qu'il va perdre cette élection. D'accord, Alexis. Annie, parce qu'on pourrait passer à Paul, Oui, bien pour sûr. justement qu'il Je nous vais préparer parle une du question. rejet vis-à-vis de Oui, justement. Trump. On était à parler de Monsieur Trump, euh, nous avons entendu beaucoup parler de lui dernièrement. Il a eu de nombreuses procédures judiciaires, Paul, en particulier parce qu'il a refusé l'issue du précédent scrutin présidentiel. Pour lui, il est toujours vainqueur et toujours été volé. On lui a volé la présidence de l'ancienne élection. Donc, comment un homme politique pris dans autant de procédures judiciaires, notamment pour des faits liés à son mandat présidentiel, n'est-il pas devenu inéligible? Est-ce pour des raisons de politisation des juges, Paul? Ah, c'est une question. Euh, Moi, je vous dirais que Trump est devenu expert à éviter tout contrôle, toute poursuite judiciaire. Il a fait faillite 6 fois. Quand il a été jugé coupable, comme à New York récemment, pour avoir menti concernant le paiement du silence du porn star Stormy Daniels, ou responsable en civil, comme à New York encore, en diffamation des millions de dollars, il fait appel. Quand il est pas content avec l'état des choses concernant l'élection, ses avocats font appel à la Cour suprême et en juillet dernier, il a gagné une énorme victoire avec la Cour suprême qui a dit bon, il est immune, il a une immunité pour toutes ses actions officielles en tant que président. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas encore parce que la Cour suprême n'a pas statué là-dessus. Euh, donc, bon, pour éviter la responsabilité, ses partisans le croient et le soutiennent. Et donc, on ne sait pas vraiment s'il va être condamné ou s'il va être obligé de payer les jugements des millions de dollars. Donc, il évite tout contrôle, tout processus, toute poursuite judiciaire. Et donc, ses partisans l'aiment ça parce que c'est l'homme, c'est David and Goliath, l'homme contre l'État profond, l'homme contre l'État administratif. Alors, c'est notre héros. Si vous avez travaillé pendant votre vie et vous avez acheté une maison, vous avez fait des enfants, vous avez un travail, bon, vous avez votre bout de pain, vous n'allez pas partager avec qui que ce soit, surtout pas les immigrés, surtout pas les Noirs, surtout pas tous qui ont moins que vous. Donc, il représente le héros
Et chez nous, Wild West et tout ça, on a une histoire de David and Goliath, le type qui conquit le Grand Ouest et tout ça. Donc, il est séduisant et c'est pas un type, enfin, il est méchant, mais il est social, il danse, il fait la danse pendant ses rallyes de campagne. Il utilise des gros mots. Il parle de Arnold Palmer, le golfeur, il y a 2 jours, utilisant des images sexuelles. C'est dingue. Mais c'est le type c'est l'homme du peuple. Ben, en fait, il n'est pas l'homme du peuple. Mais ce Non. baratin, c'est l'homme du peuple. Donc, il séduit ses partisans et donc, ses partisans donnent moins d'importance au processus judiciaire, aux actions du gouvernement, à tout ce qui est officiel, tout ce que est notre démocratie, parce que c'est l'homme contre the big rock. Donc, c'est pour ça qu'il est. Et aussi, il faut dire que Kamala Harris, elle est noire, elle est femme. D'après lui, elle a un quotient intellectuel très bas. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas aussi connu que Trump. Et dans notre mentalité, on favorise de temps en temps les gens qu'on connaît plutôt que les gens qu'on ne connaît pas. Donc, Kamala Harris n'est pas aussi bien connue que lui. Aussi, il y a le rôle des médias. Les médias couvrent Trump parce qu'il fait des gaffes, il fait des trucs incroyables. Ben, ça, c'est plus intéressant. Au Nightly News à 11 heures du soir, à 10 heures du soir, c'est plus intéressant que écouter un discours sur l'économie de Kamala Harris et ses projets pour l'avenir. Donc, le média, il aspire tout l'oxygène médiatique et donc, il séduit tout le monde. Pas tout le monde, il séduit la moitié. Mais n'y a-t-il pas justement un problème? On a très peur de perdre notre démocratie. Alors avec l'amusement superficiel, la vulgarité, les actions absurdes, c'est un danger énorme. Non, je suis d'accord. Ben, je vois qu'il y a Il y a des questions. questions, oui. La première, c'est Oui, on va pouvoir commencer le débat. J'ai déjà Michel et Brigitte. Et puis, il y a aussi des questions sur le chat. On va commencer avec Brigitte. Et Oui, aussi, je veux dire oui. aussi si Alexis a une réponse à ce que j'ai dit. Oui, ben ensuite, on va laisser poser quand même quelques questions. Donc, Brigitte, Michel, tu as retiré ta question parce que je vois plus ta main. Non, non, je l'avais toujours. Bon, Brigitte, on Oui. t'écoute. Oh, c'était pas une question, c'était simplement pour préciser quand Alex. Vous m'entendez bien? Je sais pas, Oui. mon micro, d'accord. Oui. Quand Alexis a précisé le vote des Arabes au Michigan, écoutez, je ne sais plus où je l'ai lu, probablement le New York Times, mais en ce moment, tout ce que je lis, c'est un peu stressant d'ailleurs. Le beau-père de Tiffany Trump, qui est arabe lui-même, millionnaire, dépense beaucoup d'argent à faire campagne auprès des Arabes pour que le père de sa belle-fille soit élu. Donc voilà, c'est un... Et une chose que je n'ai pas entendue de la part d'Alexis, c'est avez-vous rencontré ce qu'on appelle latinos, hispaniques, enfin je ne sais plus très bien latinx, avez-vous fait des rencontres et avez-vous déduit quelque chose d'intéressant dans certains États? On pense que c'est un petit peu ambivalent là, puisqu'il y en a de plus en plus qui votent républicain, apparemment. Justement. Merci. Ouais, On va peut-être poser deux, trois questions. D'accord. Alors donc ensuite, Michel. Michel, tu peux poser ta question? Je vois qu'il a un problème de connexion. Bon, alors Jérôme? Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Alexis, bonjour
Je vois plus le nom là. Paul. Bonjour, bonjour tout le monde. Ouais, j'aurais deux questions en fait. Une question très pratique, très concrète, c'est sur l'État de New York. Comme enfin, tu le sais, il y a actuellement un gros scandale sur le maire, plusieurs scandales qui attaquent le maire de New York actuellement. Et j'aimerais savoir si ceci peut avoir, semblerait-il que non, d'après ce que tu as dit, mais si ceci peut avoir des conséquences sur le vote à New York. Et l'autre question, en fait, c'est Paul l'a un petit peu dit. Bon, moi, en tant que Français, je suis toujours un peu sidéré par l'attitude de Donald Trump. Bon, je vis en Argentine, donc j'ai un petit peu compris ça, parce que on a également un joli clown chez nous au pouvoir en Argentine. Et aussi l'attitude des gens qui vont voter Trump. Donc, tu as répondu à peu près clairement à la question. Et donc, du coup, ma seconde question serait plutôt pour, en cas d'élection de Trump, quels sont les dangers pour la démocratie? Il y a des dangers pour la démocratie, mais il semblerait que les 4 premières années où il a exercé la présidence, quelque part, il était surpris, il ne s'attendait pas à être président. Mais là, du coup, il est prêt. Et comme il est prêt, qu'est-ce qui peut attendre les États-Unis et donc, nous, l'Europe, les pays occidentaux, automatiquement, ça va avoir des conséquences. C'est un peu de politique fiction que je demande, si c'est possible. Merci. Merci Jérôme. Michel, est-ce que tu as Oui, raison? Ça y est. oui, oui, bonsoir à tous. Oui, je voulais savoir si les questions internationales étaient au centre ou occupaient une grande place dans le débat politique des élections présidentielles américaines. Est-ce que c'est sur ces enjeux-là, notamment, que les Américains peuvent éventuellement se déterminer, quoi? Merci. Donc, Alexis, si tu veux commencer à répondre à ces questions, et puis ensuite je donnerai la parole à Paul. Merci Mohamed. Non, mais on fera après un deuxième. Il y a d'autres questions, il y en a plusieurs dans le chat aussi. Pour les questions internationales, oui, c'est vrai que d'habitude, elles ne jouent pas un grand rôle, mais comme on le voit dans des États comme le Michigan, où le conflit israélo-palestinien, la situation au Proche-Orient a véritablement un impact important sur la communauté arabe, on peut dire effectivement que dans cette arabe et musulmane, hein, d'ailleurs, je devrais préciser, on peut dire que le contexte international pèse quand même peut-être plus fortement qu'avant sur le scrutin. Et moi, dans les meetings de Donald Trump auxquels j'ai assisté, ou même quand je parle à des gens qui votent pour lui, il y a quand même beaucoup l'idée qui revient que finalement le monde était plus pacifié sous Donald Trump. Il voit la situation en Ukraine, il voit la situation au Proche-Orient, et ils se disent finalement que tout ça c'est chaotique et que bah, finalement sous Donald Trump tout était plus facile quoi. L'inflation était moins importante, l'économie était en meilleure santé. On peut débattre de la réalité de ça, mais et le monde était plus pacifié. Et en fait, si vous voulez, voilà, les conflits à l'étranger sont utilisés en faveur de Donald Trump, quoi. Donc, je pense pas, effectivement, pour des Américains qui ne sont pas directement touchés par le conflit au Proche-Orient, je pense pas que les questions internationales seront importantes, mais dans certains cas assez spécifiques, oui, le contexte international joue un rôle, quoi. Pour rebondir sur ce que disait Brigitte sur le beau-père de Tiffany, Trump, qui lève des fonds, lui, effectivement, le beau-père est libanais. Il y a un certain nombre de Libanais, d'hommes d'affaires libanais qui soutiennent Donald Trump dans le Michigan et qui font campagne pour lui. Moi, mon sentiment, c'est que quand même, le vote Trump ne prend pas énormément dans ces communautés-là, quoi. Et que c'est plus du show qu'autre chose. Ce qui est plus inquiétant, à mon sens, pour Kamala Harris, c'est effectivement le vote pour Jill Stein et tous voilà, ces électeurs arabes américains qui vont voter pour un candidat tiers cette année, quoi.
Je précise quand même, pour apporter un peu de nuance à cela, c'est qu'il y a aussi dans le Michigan et ailleurs au sein de la communauté arabe américaine des dirigeants qui soutiennent Kamala Harris aussi. Il y a des groupes arabes et musulmans, des groupes civiques qui soutiennent Kamala Harris et qui reconnaissent qu'une nouvelle présidence Trump n'apporterait rien et serait encore plus dangereuse, quoi. Donc pour ces voilà, il y a quand même un peu de divergence au sein même de la communauté arabo-musulmane sur qui choisir voilà, comme président. Donc, je me souviens plus. Ah oui, Brigitte, tu parlais de l'électorat hispanique. Alors ça, je ne peux pas en parler de manière directe parce que j'ai pas été dans les États du Nevada ou de l'Arizona où cet électorat est très important. De ce que je comprends, effectivement, de la même manière qu'au sein de l'électorat noir ou même de l'électorat asiatique, on voit un mouvement vers le parti républicain. Eh bien, on voit la même chose au sein de l'électorat hispanique, qui est un électorat très divers. Hein. Moi, j'ai fait plusieurs reportages en Floride, où il y a un grand nombre d'hispaniques qui vivent. Un Américain cubain ne va pas voter de la même manière qu'un Mexicain américain ou qu'un Uruguayen. Donc, dans la communauté cubaine, il y a un gros soutien pour Donald Trump depuis des années pour le Parti républicain. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut là encore nuancé dans le sens où la majeure partie de ces électorats vont quand même voter de manière écrasante pour les démocrates. Mais effectivement, le fait qu'il y ait un petit nombre d'entre eux qui sont tentés par le vote Trump, encore une fois, on en revient à l'idée que le scrutin sera serré, eh bien, effectivement, ça peut faire une différence. Moi, j'étais en Géorgie récemment, où là, le gros enjeu, c'est le vote des hommes noirs en particulier. Et là, il y a énormément d'efforts de la part des deux campagnes pour essayer de parler à ces électeurs qui ont voté historiquement pour les démocrates, mais qui, pour des raisons très diverses, aujourd'hui semblent tentés par l'abstention et même par le vote Trump. Donc, ça sera intéressant de regarder la situation, voilà, en Géorgie ou dans le Michigan même, où il y a des communautés arabes, des communautés noires qui sont très importantes. Voilà. Et je me souviens plus de la troisième question. C'était le New York. programme, peut-être. Oui, sur New York. Le programme. Le maire de New York, Ah oui, il y a des problèmes. Alexis, et Paul. peut-être Vas-y, Paul. sur Paul peut répondre peut-être. le projet de 2025. Ah, Oui, Ah oui. Paul, tu as la parole si tu veux Non, répondre ça va. aussi. Non, Alexis. C'est le projet 2025. Oui, alors, oui, il y a un beaucoup d'attention qui est accordée à ce qu'on appelle le projet 2025, dont Paul parle très justement, qui est un document de 900 pages qui a été établi par un think tank conservateur et qui se présente comme une feuille de route pour une nouvelle présidence Trump, qui propose des dizaines de mesures très controversées, très radicales dans certains cas, qui doivent être mises en place qu'il propose en tout cas à Donald Trump en cas de retour au pouvoir. Donc, dans ces propositions, il y a par exemple le démantèlement du ministère de l'Éducation américain. Il y a l'interdiction de livrer des pilules abortives. On sait que les avortements chirurgicaux sont de moins en moins fréquents. Maintenant, ce sont les avortements par pilule qui prennent de l'ampleur. Vraiment un grand enjeu. Il y a le démantèlement des mesures de protection de l'environnement qui ont été prises ces dernières années. Donc, je vous invite à le lire, pas nécessairement tout, mais en tout cas, il est en ligne, donc vous pouvez facilement lire ce document, en tout cas en partie. Et c'est...
Alexis, c'est de reclasser les 50 000 employés Voilà. de fonctionnaires, y compris les avocats de carrière et non partisans et les agents du FBI, en employés politiques. Ils pourraient être licenciés sans aucune protection légale. Mais c'est incroyable. 50 Et, 000. et donc, en fait, Donald Trump a compris que c'était un document très sulfureux. Et donc, il a pris ses distances par rapport à ce document en disant qu'il ne connaissait pas les auteurs, qu'il n'en avait jamais entendu parler, alors qu'un grand nombre d'entre eux ont fait partie de son gouvernement. Et donc voilà. Et par contre, les démocrates ont très bien compris que c'était quelque chose qui pouvait marcher à leur avantage. Donc sur les réseaux sociaux, dans leur publicité, dans leurs spots publicitaires, ils en parlent énormément. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant à noter à ce sujet-là, c'est que pendant la convention démocrate, le Project 2025, projet 2025, était plus googlé que Taylor Swift. Quand même donc ça vous donne quand même une idée de l'intérêt que suscite voilà, ce document. Euh, mais, euh, mais oui, alors, est-ce que Donald Trump est un danger pour la démocratie? C'est le fait même de poser la question, c'est c'est assez hallucinant, mais on sait, si vous voulez, on sait, il y a voilà, pour vous donner un peu tous les points de vue sur cette question, si vous demandez à ses supporters, ils vont, comme le disait très bien Paul, minimiser ce qu'il dit. Ils vont dire il blague, il n'est pas sérieux. Voilà. Et puis il a été président pendant 4 ans, ça n'a pas été une catastrophe. C'est des choses qu'on entend hein, dans les rassemblements. Le 6 janvier, c'était pas vraiment lui, etc. C'est ça qu'on entend sur le terrain. Lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il utilise quand même un langage très autoritaire, notamment quand il parle de ses opposants politiques. Il les a décrits récemment comme des amis de l'intérieur, il les a décrits comme la vermine. Voilà, il a dit dans certains cas qu'il utiliserait l'armée pour restaurer l'ordre dans les villes américaines qu'il estime envahies par la criminalité, par les migrants, par la drogue, etc. Donc il utilise quand même un langage extrêmement qui pourrait s'apparenter effectivement à celui d'un leader autoritaire. Et, et donc, comme on l'a dit, quand il a été élu en 2016, il a été pris un peu par surprise. Je pense que le consensus, c'est qu'il ne s'attendait pas vraiment à être élu. Là, s'il repasse, il sera quand même accompagné par des gens qui l'ont vu à l'œuvre, des gens qui sont très compétents, qui sont restés à ses côtés malgré tout, malgré le 6 janvier, malgré tous ses propos sur les migrants, sur ses opposants politiques, malgré ses poursuites en justice, etc. Et donc, les gens qui seront autour de lui sont vraiment des gens qui seront convaincus à 200%. Et ça, effectivement, ça inquiète énormément, voilà, et pas simplement les démocrates, mais aussi les républicains modérés qui aujourd'hui soutiennent Kamala Harris. Pour le maire de New York, juste pour terminer là-dessus, je ne pense pas que ça a un impact énorme. New York est une ville très démocrate. Voilà, je pense qu'il en faudra plus pour convaincre des New-Yorkais de voter pour Donald Trump. Puisque Donald Trump a beau être originaire de New York, les New-Yorkais, en tout cas en grande partie, c'est pas le cas de tous, mais en grande partie le détestent et sont et ont même du mal à considérer qu'il est new-yorkais à la base. Donc, à mon avis, par contre, les démocrates ont plus de soucis à se faire dans les banlieues, où effectivement, il y a voilà, des questions comme la criminalité, comme la crise du fentanyl, qui sont plus présentes et qui peuvent avoir effectivement un impact localement. On va faire un deuxième tour de questions. Alors, Mohamed, si tu veux poser
une question ou un commentaire? Oui, bonsoir à tous et à toutes. Alors, c'est simplement, je crois qu'Alexis a répondu à un certain nombre de remarques que je voulais faire. Donc, je voulais dire d'abord, il y a dans le monde d'aujourd'hui, il y a un article de Denis Lacorne de Sciences Po, justement sur l'érosion du vote ethno-racial, que ce soit la communauté afro-américaine, la communauté juive ou la communauté américaine, enfin bon, du sud des États-Unis, du sud de l'Amérique. Latine. Et donc, ça veut dire que si je comprends bien, alors il dit qu'en 2020, 92 des électeurs afro-américains avaient voté Biden. Les projections, c'est 78% pour le moment. Et c'est plus pour les hommes que pour les femmes. Alors, moi, ce que je vois peut-être, je ne sais pas ça veut dire que les questions économiques prennent le pas sur les questions sociétales. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui sont en jeu. Donc, la situation économique, le choc qu'on a subi. Et donc, ils voient leur pouvoir d'achat. Deuxième chose que je voulais voir, c'est ce système américain. Quand il y a eu quand il y a eu Trump et Clinton, Clinton avait eu la majorité des voix. Il a été battu. Est-ce qu'il n'y a pas un débat aux États-Unis parce que c'était, si je comprends bien, le vote par État, c'était pour préserver les petits États qui n'avaient pas beaucoup, la population était minoritaire. Et donc, on voulait prendre en considération. Mais est-ce qu'on peut garder ça? Est-ce qu'une démocratie comme les États-Unis, où un candidat peut avoir la majorité des voix et ne pas être élu, est-ce que c'est pas un peu choquant? Deuxième chose, et là c'est encore plus grave, je serai plus provocateur, est-ce que le fait qu'il y ait toujours deux partis politiques qui dominent aux États-Unis, les républicains et les démocrates, c'est-à-dire qui sont soutenus par des hommes d'affaires, par tout ce qu'on veut, est-ce que c'est toujours, on peut parler encore de démocratie dans un pays où toujours deux partis politiques, si on n'est pas affilié à l'un ou à l'autre, on ne peut pas arriver au pouvoir? Les indépendants. Sur le chat, deux personnes ont posé des questions, Frédéric Ferru et Karine Baghedi. Est-ce que vous voulez poser vos questions directement? Les Fred. Frédéric? Frédéric est à Boston. Oui, bonjour. Voilà. Pose tes questions alors directement. Donc, la première question que j'avais était quels sont les grands électeurs? Alors, on sait qu'il y a les sénateurs, on sait qu'il y a les state reps, et ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres, style mayors et tout? D'accord. Et Karine Baghedi? Oui, moi j'avais trois questions, dont certaines correspondent un peu à ce qui a été demandé avant. Bon, ma première question, c'était tout à l'heure, c'était par rapport aux minorités. Est-ce qu'elles ont un rôle décisif et comment les représentants des deux principaux candidats tentent-ils de capter cette minorité? On a un peu répondu à cette question-là. L'autre question concernant le financement des campagnes électorales. C'est souvent controversé. Quels sont les impacts de ces financements privés sur les élections présidentielles et le processus démocratique dans son ensemble? Et enfin, une question qui rejoint un peu celle de Mohamed tout à l'heure. Quand on voit le système électoral, en tout cas vu de France ou d'autres pays francophones, ça ne semble pas très démocratique. Est-ce que certains Américains remettent aussi en cause cette façon de voter ou est-ce que le consensus qui dure depuis des siècles est toujours d'actualité? Voilà mes trois questions. Merci. Alors, pour terminer ce cycle de questions, avant de vous demander de répondre, je voulais aussi poser une ou deux questions. Par exemple, le rôle d'Elon Musk, qui a commencé par être donateur de la campagne de Trump, et maintenant, apparemment, c'est un acteur direct de cette campagne. Alors, est-ce que Elon Musk a vraiment un pouvoir? Est-ce que cela peut influer sur cette campagne et sur le résultat?
de même, on a eu l'impression, il y a eu 2 catastrophes qui viennent d'avoir lieu aux États-Unis avec les ouragans Hélène et Milton, avec un nombre de morts quand même extraordinaire, puisque l'ouragan Hélène, c'est au moins 240 morts. Et on voit que ça a eu aussi, ça a été pris en compte pendant ces 2 campagnes. Et donc, quel est l'impact de ce genre de situation et quel est le candidat qui est favorisé, je dirais, par ce qui se passe autour de ces ouragans ou, dans le cas d'Elon Musk, on sait que c'est Trump qui est favorisé, mais est-ce que cela a un impact très fort? Donc, Alexis, si tu veux bien répondre aux différentes questions du deuxième tour. Ouais, peut-être sur le collège électoral, puisqu'il y a eu beaucoup de questions sur là-dessus. Oui, alors le collège électoral, c'est un vestige du passé, en quelque sorte, et qui avantage plutôt les républicains. Si vous regardez les situations où un candidat a reçu plus de votes populaires, mais a perdu plus de votes au niveau populaire, mais a perdu le collège électoral. Bien souvent, ce sont mais a remporté, mais a perdu le collège électoral. Ce sont souvent des démocrates. Et les républicains, comme George Bush ou même Donald Trump en 2016, peuvent finalement remporter l'élection sans avoir la majorité des votes. Alors, les défenseurs du système disent que ça pousse quand même les candidats à modérer un peu leur discours. Parce que les démocrates seraient avantagés s'il n'y avait pas de collège électoral, si c'était un scrutin majoritaire classique, parce que voilà, ils sont majoritaires dans le pays. Mais le fait que les candidats doivent se focaliser sur des États bascules où les populations de droite et de gauche, en gros, s'équilibrent, eh bien, ça les pousse finalement à modérer leur discours. On peut remettre en question cette théorie quand on voit un candidat comme Donald Trump qui n'est pas vraiment dans la modération. Mais voilà, ça c'est un peu l'argument. Mais oui, il y a effectivement une campagne qui existe depuis des campagnes qui existent depuis des années pour réformer ce système. Il faudrait qu'un certain nombre d'États j'ai pas le chiffre en tête, mais décide de changer la Constitution, puisque je crois que je crois que le collège électoral en lui-même n'est pas mentionné dans la Constitution, mais les grands électeurs le sont. Donc, il faudrait amender la Constitution pour changer ce système, et c'est extrêmement compliqué. Voilà, donc ça peut se faire par le Congrès ou par les États, mais bien sûr, il y a un certain nombre d'États républicains en partie qui n'ont pas intérêt à ce que le système change. Mais donc, voilà, le collège électoral, c'est un vestige du passé, comme beaucoup d'autres aspects de l'élection américaine, le fait qu'on vote un mardi, le fait qu'on vote en novembre, eh bien ça aussi, c'est un héritage du 19e siècle. Quand la société américaine était largement agraire, et il fallait, en novembre, c'était le mois où les moissons étaient terminées, et donc les agriculteurs avaient en gros le temps de se rendre en ville pour voter. Le mois de novembre était aussi clément au point de vue de la météo. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on vote en novembre. Mais c'est voilà, encore une fois, un héritage d'une ère révolue, quoi. Il y a eu beaucoup de questions, donc je me souviens plus exactement. Mais peut-être que Paul aussi veut répondre. Hein. J'ai pas envie de monopoliser la parole. Il y a eu des réformes proposées pour abolir le collège électoral, pour réformer le collège électoral. Il y a un projet de loi proposé en 2000 qui obligerait chaque État à attribuer les votes de leurs grands électeurs aux gagnants du vote populaire national.
Et cette loi assurait que le gagnant du vote populaire national soit élu. Elle serait aussi que la campagne soit une campagne nationale et pas une campagne dans les 7 swing states qui représentent que 20% de la population des États-Unis. Mais bien que 58% du public soutiennent ce projet de loi, alors ça fait 25 ans qu'il est proposé. Après 24 ans, seulement 19 États qui représentent une minorité des 538 votes des grands électeurs ont approuvé son adoption. Et donc, tant qu'il y a la législature qui penche à droite, il n'y aura pas d'espoir. Mais c'est un système fondamentalement antidémocratique parce que à Montana a 3 grands électeurs pour une petite population de 500 000 personnes. Californie a 54 pour une population de 39 millions. Donc, ça fait que mon vote en Californie vaut beaucoup moins que le vote d'une personne en Montana. Donc, mais bon, il n'y a pas vraiment inertie pour changer le système. Moi, je voudrais faire un commentaire sur le financement des campagnes. Et malheureusement, en 2010, il y a eu un arrêt de la Constitution, de la Cour suprême, qui s'appelle, je ne me souviens pas, qui dit que le financement par les grosses boîtes ou des petites boîtes ou par des personnes est protégé comme expression de la libre parole. Et tant que cet arrêt existe, et ça existe toujours, le financement des campagnes est assuré et c'est le rôle de l'argent joue dans les campagnes électorales est énorme. Kamala Harris c'est $1 milliard qu'elle a eu depuis 3 mois. Et Trump est très jaloux. Mais bon, c'est l'argent qui compte ici. Et en France, ça ne compte pas. Et dans les questions qui ont été posées, il y en a une sur qui, justement, qui va dans le sens pour comprendre bien l'élection. Qui sont les grands électeurs? Paul, pardon, tu voulais y aller? Allez-y. C'est Ce sont des partisans des partis. En fait, il y a une liste des grands électeurs de chaque parti qui est choisie dans les premiers 3 mois de l'année pendant laquelle il y a une élection présidentielle. Et comme Alexis a dit, quand vous votez pour la liste des grands électeurs d'un parti, pas pour un candidat vraiment, parce que si la liste est élue en novembre, les grands électeurs se réunissent en fin novembre, avant mi-décembre, pour voter pour le président. Et leur vote est transmis au Congrès et leur vote est ouvert officiellement le 6 janvier. Et le 6 janvier, comme vous vous souvenez bien, le 6 janvier, les votes des grands électeurs sont officiellement enregistrés le 6 janvier et par le vice-président des États-Unis. Et c'est un acte, le vice-président n'a pas de discrétion de dire non, moi je ne veux pas ce vote de grand électeur de Ohio. C'est entièrement, comme on dit en anglais, ministerial. Il n'y a pas de discrétion. Alors, Trump a voulu que Mike Pence, son vice-président, ne certifie pas le vote des grands électeurs le 6 janvier 2021. Et c'est pour ça qu'il y a le slogan Hang Mike Pence, pendre Mike Pence. Et c'est pour ça qu'il y a eu les émeutes de 6 janvier, parce que Trump n'était pas content que Pence ne refusait pas de... Non. Il n'était pas content que Pence refusait de ne pas certifier le grand électeur. Donc, retour à la pendaison. Oui.
Bon, je crois que nous avons déjà bien avancé. Y a-t-il encore des questions? Je ne sais pas, Jérôme, je vois que tu as la main levée ou tu l'avais laissé Oui, lever. oui, non, non, j'ai une question très Oui, simple. vas-y. Quid des républicains qui s'opposent à Trump? Je sais qu'ils ne sont pas nombreux, mais quand même, ils existent. Oui, il y en a quand même un certain nombre qui sont connus. Alors, bien sûr, Kamala Harris fait campagne aujourd'hui avec Liz Cheney, qui est qui est la fille de Dick Cheney, l'ancien vice-président. Et c'est toujours un peu rigolo de voir les démocrates se réjouir d'avoir l'appui de Dick Cheney ou de Liz Cheney. Ça en dit long vraiment sur l'évolution du paysage politique aux États-Unis. Mais oui, il y a beaucoup de, moi, j'en rencontre quand même un certain nombre voilà, des républicains qui sont plutôt qui ont un niveau d'études important, qui sont sensibles à la marche du monde, aux questions de politique étrangère, qui sont sensibles aux questions de démocratie et de tonalité du débat politique, et qui ne supportent pas Donald Trump. Et donc, et on voit d'ailleurs Kamala Harris faire vraiment un gros effort pour essayer de faire en sorte que ces républicains modérés, traditionnels en quelque sorte, se rangent derrière elle. Et ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, lui, ne fait pas d'effort finalement pour essayer de les convaincre. Ce sont des gens qui ont voté pour beaucoup pour Nikki Haley, qui était l'opposante de Donald Trump pendant les primaires du Parti républicain. Et en fait, parmi à mon sens, hein, parmi les choses que Donald Trump ne fait pas bien, c'est il n'utilise pas assez Nikki Haley. Et on voit que il peut pas s'empêcher de continuer à dire du mal d'elle. Il la maintient à l'écart. Et alors, je ne sais pas si ça ferait une différence au final, parce que moi, quand même, les électeurs de Nikki Haley à qui j'ai parlé dans différents États, vraiment, ils font une réaction allergique face à Donald Trump. Mais en tout cas, enfin voilà, Donald Trump ne fait aucun effort pour essayer de les ramener dans son giron, quoi. Donc, donc effectivement, on va voir. Mais oui, ce que je voulais dire voilà, sur ce sujet, c'est qu'à mon sens, quand même, Kamala Harris fait beaucoup plus d'efforts pour séduire cet électorat-là que les progressistes de son propre parti, que l'aile gauche de son propre parti. Vous la voyez pas du tout. Là aujourd'hui, elle fait campagne avec Liz Cheney. Elle a fait campagne elle s'est affichée aux côtés d'autres républicains anti-Trump dans le passé, dans d'autres de ses meetings, mais vous la voyez jamais faire campagne avec quelqu'un comme Bernie Sanders, par exemple, ou comme Alexandria Ocasio-Cortez. Qui vont voter pour elle, mais finalement, à mon avis, elle fait vraiment un calcul. Elle se dit qu'elle a, qu'elle a plus de voix à gagner chez ces républicains voilà. Donc Oui, c'est elle met le vraiment paquet là-dessus. intéressant ce que tu dis, oui. Donc D'accord. bon. Bon, on arrive à la fin de ce café citoyen. Je crois que ça a été extrêmement intéressant. On comprend un peu mieux comment se passent ces élections, le rôle des grands électeurs, le rôle des swing states, et de voir un petit peu qu'est-ce qui risque de se passer dans 15 jours. Est-ce que donc je vais demander à Alexis, Paul et Annie de faire une conclusion avant de terminer notre café citoyen. Donc, Je laisse nos deux invités, nos amis tu veux pas dire quelque chose, en fait, tu Non, peux. moi, je suis très démocrate et que M. Trump ne repasse pas, mais c'est tout. Bon, d'accord. Je suis pour la démocratie. Pardon. Alexis et Paul, une conclusion, donc.
Non, voilà, enfin, voilà, je pense que parmi les enseignements, c'est qu'il faut pas trop suivre les sondages. C'est vraiment quelque chose sur lequel C'est j'insiste important. beaucoup. Voilà, il y a d'autres signaux faibles qui sont plus intéressants à analyser. Par exemple, la mobilisation pour le vote anticipé, le nombre d'inscriptions sur les listes électorales pour les deux partis. Ça, je pense que ce sont des choses intéressantes. Mais peut-être une dernière chose pour dire que le soir de l'élection, tout le monde s'accorde à dire que l'État à suivre, c'est vraiment la Pennsylvanie. Et donc, le candidat qui remportera la Pennsylvanie fera un gros saut en avant vers la Maison Blanche. Donc voilà, peut-être terminer là-dessus en disant de suivre ce qui se passe en Pennsylvanie. Pour Donald Trump, finalement, pour remporter la Maison Blanche, il doit remporter les mêmes États qu'il a gagnés en 2020, plus la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Donc les États, les swing states, les États bascules du Nord, dont je parlais en début de. Donc voilà, c'est tout ce qu'il a à faire. Et donc ça vous donne une idée, des États qu'il faudra suivre donc le soir du 5 novembre. D'accord. Est-ce qu'il y a un Euh, endroit à New York qu'on peut suivre? Où il y a un rassemblement pour suivre les élections? C'est une question qui pourrait intéresser. Oui, oui, il y a toujours des rassemblements. J'en ai pas là, mais ils vont certainement se faire connaître j'imagine qu'il y aura quelque chose à Harlem, comme il y a à chaque élection. Les deux partis organisent en général des projections. Oui, le Parti républicain de New York, qui est un parti républicain très actif, très jeune, dynamique. C'est assez surprenant quand on parle de New York, mais organise quelque chose aussi ce soir-là. Voilà. Donc, mais il y a toujours des choses qui se passent, effectivement. Paul, Je est-ce que veux, tu veux intervenir en oui, conclusion? je veux terminer mais d'abord, je réponds à une question que Serge a écrite sur le chat. Si le collège électoral est divisé en égalité à 269 grands électeurs chacun, qu'est-ce qui se passe? En fait, la Constitution prévoit que l'élection est décidée par le House of Representatives, la Chambre des représentants, avec chaque État a un vote. Et donc, ça s'est produit peut-être 2 ou 3 fois dans notre histoire, mais c'est le Chambre des représentants qui décide de l'élection. Alors, moi, je partage l'opinion d'Alexis. C'est la Pennsylvanie qui est vraiment l'État clé cette année, avec les autres, Michigan et Wisconsin, ont beaucoup d'importance. Et je crois qu'on ne va pas savoir, on ne va pas connaître le résultat de l'élection mardi soir, même pas mercredi, même pas jeudi, parce qu'il va y avoir des tentatives. Si les gens pensent que Trump a perdu, Trump va foutre, excusez-moi, il va faire la pagaille un peu partout dans le pays avec des poursuites, fraude, etc., etc. J'ai pas perdu, j'ai pas perdu. Et donc, il y aura des pressions appuyées sur la certification des résultats, tout ça. Donc, on ne va pas connaître et let's hold our breath. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, je voudrais remercier donc Paul, Alexis, Annie et puis Stéphane. J'en avais pas parlé avant, mais Stéphane nous a aidés dans l'organisation donc de ce café citoyen. Donc merci Stéphane aussi. Et ben, je vous donne rendez-vous. Nous essaierons, alors peut-être vers le mois de janvier ou février, d'organiser un café citoyen de nouveau sur les élections américaines, mais cette fois en connaissant le résultat. Et donc, bah, en voyant un peu qu'est-ce qui peut se passer. Car effectivement, je crois que la situation sera extrêmement différente si c'est Trump qui gagne ou si c'est Kamala Harris qui gagne. Bon, Oui. j'ai mon opinion, bien sûr, mais bon, ce n'est pas le moment d'en parler. Et
Donc, on essaiera on verra quand ce sera le moment opportun, mais donc d'organiser ce café citoyen résultat des élections. Voilà, ben, de nouveau, merci à vous tous pour votre participation à ce café citoyen. Merci à vous. Qui aussi s'est très bien passé et je crois que nous avons appris beaucoup sur ces élections américaines. Donc, encore une fois, merci Alexis, merci.